10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Il est 10h, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la matinale éducative de la télé-école. Le 10h midi, l'émission qui est là pour renforcer votre dose de culture générale, surtout en ce début de semaine. La découverte des invités et des rubriques, c'est à découvrir tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative. Alors, nous allions démarrer avec la rubrique tech dans laquelle nous aurions comme thème l'enseignement de la robotique et des STEAM dans les écoles. Avec comme invité du jour, Madame Khadija Doy, qui est professeure en robotique et consultant au sein de TNS Tech. Bonjour, Madame Khadija. Bonjour. Et bienvenue à Télé-École. Merci pour votre invitation. Je vous en prie. Alors aujourd'hui, étant dans un monde bousculé par les nouvelles technologies, il est essentiel pour nous de discuter de la robotique. Et pour démarrer, notre question serait comment est-ce que vous définissiez la robotique et quel est votre rôle en relation avec l'enseignement des STEAM? Alors, premièrement, la robotique, c'est tout processus qui permet d'automatiser une machine ou de créer un robot. Et ma relation avec les STEAM, c'est depuis 2017 où je suis certifiée par MIT dans tout ce qui est innovation et technologie, où j'enseigne aux étudiants principalement l'introduction à la robotique. Merci beaucoup. Alors à présent, j'espère qu'il y aura plus de confusion parce que d'habitude, les gens, ils pensent que robotique rime à être là sur des machines, à monter des trucs pour que ça soit carrément un robot uniforme. Et là, maintenant, vous nous dites aussi que c'est le fait d'automatiser. Donc, à partir de logiciels, nous pouvions aussi pratiquer cette robotique. Alors, pourquoi est-ce que vous pensiez que l'enseignement des STEAM aujourd'hui est crucial pour les élèves? Alors, c'est primordial parce que, comme vous l'avez dit en début d'émission, c'est un domaine dans lequel qui est incontournable en ce moment et qui va créer des millions d'emplois dans l'avenir d'ici 2030 à 2050. Et c'est important que nos jeunes soient formés sur ce domaine-là. D'accord. Et quels sont les avantages aujourd'hui de l'apprentissage des STEAM, sciences, technologies, ingénierie et mathématiques pour les jeunes générations? Pour les jeunes générations, ça permet aux jeunes générations, premièrement, de s'orienter vers des domaines où il y a de l'emploi et d'avoir aussi des salaires conséquents qui permettent aussi de vivre dans un milieu où on voit le coût de la vie un peu partout qui augmente malheureusement. D'accord. Et maintenant, avec cette nouvelle technologie, cette robotique dans laquelle on peut automatiser des systèmes et autres, est-ce que vous ne pensiez pas que ça risque de prendre beaucoup plus le dessus sur d'autres métiers? Parce que, voilà, dans les années à venir, avec les chiffres, on voit que la technologie va vraiment prendre une très grande place. Donc, comment est-ce que vous voyez les autres métiers et ceux qui y sont? Alors, bien sûr, il va y avoir à peu près 100 millions de jobs qui vont être supprimés. C'est énorme. Mais il va y en avoir le double qui vont être créés. C'est-à-dire on va avoir besoin de personnes qui vont programmer ces robots, ces personnes qui vont en prendre soin et d'autres qui vont aussi innover dans ce secteur-là. Donc, ça va bousculer beaucoup de secteurs, comme par exemple le tourisme, qui est un secteur très favorable au Sénégal, mais qui va aussi développer des secteurs comme la santé, l'éducation ou aussi l'agriculture. D'accord. Alors, récemment, j'ai eu à discuter avec une jeune fille qui, elle a un projet, c'est de mettre en place des box qui seront automatisées, où il y aura une carte qui sera avec tout le nécessaire et qui fera en sorte aujourd'hui que si, par exemple, vous préparez votre repas et que vous insérez votre puce, eh bien, le repas, il pourra rester chaud entre 4 heures à 6 heures de temps. Donc, elle est carrément spécialisée dans ce domaine. Et donc là, on voit quand même que ceux qui vont de l'électroménager, les cuisinières et autres vont directement se voir rabattre d'un seul coup. Mais est-ce que vous pensiez que aujourd'hui en Afrique et un pays comme le Sénégal, est-ce que cette robotique, elle est assez mise dans le système scolaire et est-ce que aussi les jeunes sont vraiment assez intéressés dans ce domaine? Malheureusement, de ce que j'ai vu, que ce soit même encore au Canada où j'habite, c'est pas quelque chose qui est encore mis en avant. Et je pense ça qui est dommage, même si je vois de plus en plus d'initiatives, par exemple au Mali, où il y a des écoles spécialisées dans la robotique, qui sont généralement des écoles parascolaires. Mais au sein de l'éducation nationale, malheureusement, c'est pas quelque chose qui est mis en place encore au Sénégal. D'accord.
Et aujourd'hui, à l'extérieur, comment est-ce que la robotique est insérée dans le curriculum vitae de l'élève? Alors, si je prends l'exemple du curriculum américain et canadien, qui est avancé, et aussi, j'ai parlé aussi de certains pays asiatiques, il est introduit par l'introduction de la robotique, donc l'assemblage, par exemple, des cours de drones, construction de drones et de technologie, expliquer aussi la tech et l'intelligence artificielle. C'est vraiment comme ça que c'est introduit. Ensuite, généralement, ces enfants-là, quand ils sont introduits dans ces domaines-là, ils s'orientent vers des études d'ingénierie en électronique, en mécanique ou directement en robotique. Intéressant. Et aujourd'hui, quels sont les principaux défis que ces personnes qui essayent d'intégrer ça dans le système scolaire rencontrent d'habitude? Les défis, ça va être la formation, parce qu'on n'a pas encore assez de professeurs qui sont formés dans ces domaines-là. Donc, il faut vraiment travailler sur la formation de ces professeurs pour pouvoir ensuite former les élèves à vraiment être initiés à la robotique. D'accord. Et ça aussi, ça va être un très, très, très gros travail. Oui. Alors, comme que vous êtes enseignante dans ce domaine et que vous êtes avec des élèves et étudiants et autres, comment est-ce que la robotique aujourd'hui et les STEAM, d'après vos remarques, influencent-ils le développement de leurs compétences? Alors, ça va vraiment développer le côté logique, le côté construction et la curiosité. Moi, c'est les trois aspects que j'ai remarqués à chaque fois que je donnais mes ateliers, c'est qu'à chaque fois après, les enfants étaient très friands et demandaient en fait à leurs parents de leur acheter des robots, de leur acheter des drones, de leur acheter du matériel pour eux-mêmes construire leurs robots, leurs drones ou faire des ateliers. D'accord. Et quand il s'agit de faire ce genre de construction, n'y a-t-il pas de danger avec les manipulations de ces technologies? Alors, oui et non, parce qu'il y a des choses qui sont conçues spécifiquement pour les enfants et des choses qui sont conçues pour travailler en équipe. Donc, généralement, ce qui est vendu en ligne, c'est généralement ce qui est conçu pour les étudiants et ça n'a pas forcément un grand danger. Lorsque moi, je travaille en atelier en école, bien sûr, il y a de la sécurité, tout est mis en place en fait pour sécuriser l'environnement. D'accord. Et donc, est-ce que vous conseillerez à une personne qui veut être autodidacte dans ce domaine de se contenter de lire des livres, d'aller sur YouTube et de pratiquer, ou directement d'aller vers des professionnels et pour pouvoir se former convenablement? Je dirais de faire les deux. Ce qui est important, c'est vraiment d'être autodidacte parce qu'il n'y a pas assez de formation. Donc, d'apprendre, d'aller sur YouTube, de voir des tutoriels. Malheureusement, la plupart des tutoriels sont en anglais. Parce que lorsqu'on travaille généralement en robotique, en informatique, le matériel, l'anglais domine. Il n'y a pas encore suffisamment de matériel en français pour pouvoir travailler sur ces sujets-là. Donc, ça va être vraiment en anglais, mais je dirais vraiment de s'orienter d'abord, de le faire en autodidacte, puis ensuite de travailler avec des écoles. Des écoles, d'accord. Et vous, dans votre cas, vous aviez eu à faire les deux. Et aussi, est-ce que, à part le fait d'enseigner cela avec des étudiants dans des écoles et autres, est-ce que c'est possible de votre côté, pour une personne, par exemple, qui voulait apprendre la robotique, est-ce que vous, par exemple, vous faites des cours particuliers ou vous accompagnez des personnes qui veulent vraiment s'activer dans ce domaine? Alors, j'accompagne généralement des classes et des écoles. Je ne le fais pas à niveau individuel pour le moment. Je préfère le faire en petits groupes où j'accompagne des écoles privées pour l'instant. C'est elles généralement qui ont un peu plus les moyens pour que je vienne et que j'enseigne ce que je sais faire en robotique. Donc, c'est en petits groupes et pour des écoles généralement. D'accord. Et quelle collaboration ou partenariat est-ce que vous conseillez, les partenariats qui peuvent aujourd'hui enrichir l'enseignement des STEAM et de la robotique? Alors, moi, je dirais tout simplement que ça va se jouer au niveau étatique, dans le sens où il faut que l'État investisse aussi dans cela, que le ministère de l'Éducation prenne ce sujet à bras-le-corps et qu'il mette en place des initiatives STEM et robotique pour initier les enfants à la robotique, parce que je pense que c'est l'une des meilleures solutions pour que le STEM soit vulgarisé en fait au niveau de l'État. Sinon, ça va être vraiment que des écoles privilégiées qui vont pouvoir avoir l'opportunité de le faire et malheureusement, ce ne sera pas tout le pays. D'accord.
Et aujourd'hui, dans le domaine de la robotique, comme par exemple aujourd'hui au Sénégal, nous voyons que c'est très 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 difficile, je vais dire, de suivre ce genre d'études. Et est-ce qu'il n'existerait pas des bourses ou des programmes que vous connaissiez et qui réussissent quand même dans ce domaine, dans lequel les jeunes Africains, particulièrement sénégalais, pourront y postuler et pourront faire carrière là-dessus? Alors, il y a des écoles, les écoles des mines au Sénégal, il y a des écoles particulières où il y a déjà des thématiques sur la robotique. Moi, j'étais formée en ligne parce que, premièrement, ça coûtait moins cher. Et du coup, c'était accessible, mais la formation est en anglais. Donc, il y a des formations disponibles en ligne, mais généralement, ça va être, il faut maîtriser vraiment l'anglais. Sinon, ça va être de s'orienter vers des écoles d'ingénierie spécifiques au Sénégal ou d'écoles de mines où il va y avoir un programme de robotique à l'intérieur. Ou la troisième solution, ça va être autodidacte et d'apprendre sur des plateformes MOOC, par exemple, pour pouvoir avoir des notions sur la robotique. D'accord. Et d'habitude, combien de temps est-ce que ça prend ces études, que ce soit en ligne ou en présentiel? Alors, en présentiel, généralement, ça va être dans un cursus, donc ça va être soit dans une licence, soit ça va être dans un master, donc soit 3 ans, soit 2 ans pour le master. En ligne, ça va être en accéléré. Moi, ça a été fait sur 1 an, mais aussi des formations sur 6 mois. D'accord. Et qu'est-ce que vous conseillez à ces écoles, particulièrement les nôtres, de faire pour intégrer vraiment ce domaine dans notre système à nous? Se former, faire appel à des personnes comme moi pour former la jeunesse, et être curieux, faire des recherches sur Internet, être autodidacte, puisqu'aujourd'hui, une partie peut s'apprendre en ligne, mais ensuite, il faut forcément de la pratique. D'accord. Et comment est-ce que vous, aujourd'hui, vous y prendriez pour faire aimer, je vais dire, la robotique, la science aux élèves? Parce que d'habitude, ici au Sénégal, bon, je vais dire presque partout, quand on parle de maths, de sciences, en fait, on pense aux maths. Et quand on parle de maths, directement, voilà, l'attention de l'élève chute. Et du coup, c'est très difficile quand on dit surtout de faire les choix. Ils disent que oui, est-ce que c'est la peine d'aller faire ça? Je vais avoir des maux de tête, ou je vais pas avoir la moyenne, ou ça va être très difficile à maîtriser. Comment est-ce que vous penseriez à procéder pour faire aimer cela et leur faire rendre compte, pour qu'ils prennent conscience que, bien sûr, c'est un domaine qui, dans les années qui viennent, vont vraiment prendre une grande ampleur dans le domaine du travail? Leur montrer l'utilité des mathématiques, leur montrer l'utilité des technologies et de la robotique, en fait. Je pense que c'est ça qui va être intéressant, et d'avoir des ateliers interactifs au sein des écoles. Parce que moi, ça me fait rire quand tu disais ça, parce que moi, c'était la même chose. Tu me parlais de maths, tu me parlais de technologie, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que je vais faire? À quoi ça va me servir? Sauf qu'aujourd'hui, ça sert énormément lorsqu'on veut faire de la robotique poussée ou de la technologie. Il faut avoir des bases en mathématiques, il faut avoir des bases en technologie et des bases en coding. Donc, c'est quelque chose qui est important. Et je vois, par exemple, si je prends, quand j'ai fait la première initiative en Tanzanie et que j'ai expliqué au niveau salaire, quels étaient les salaires possibles à la fin, en fait, des études STEM, ça a complètement motivé la moitié des étudiants à faire ces études. C'est ça, il faut dire la vérité. D'accord, mais avant que le salaire vienne, il faudra, on va dire, faire carrière et surtout, voilà, endurer. Alors, moi, ce que je préconise, c'est bien sûr de faire les études et aussi de commencer en freelance. C'est très important de faire les études, mais il faut, dans la robotique et dans la technologie, il faut vraiment avoir la pratique. Donc, c'est-à-dire allier les études avec le côté freelance je sais, par exemple, si certains ont cette possibilité de faire l'alternance, j'encourage beaucoup les étudiants à faire l'alternance. Si c'est pas le cas, ça va être vraiment de créer son compte freelance et déjà de démarcher des entreprises concernant la robotique ou concernant tout simplement la technologie ou l'intelligence artificielle ou le coding. D'accord. Et pensiez-vous, dans les années à venir, pas mal d'organismes et autres qui circulent dans ce domaine disent que il y aura des robots qui feront des choses à notre place. Au Japon, il y en a déjà des robots qui nettoient votre maison et autres. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose pour l'humain? Alors, oui et non. Oui, dans le sens où ça va permettre un gain de productivité. Donc moi, par exemple, j'ai un robot qui fait le balai chez moi, qui fait le ménage.
Donc, ça m'aide à être beaucoup plus productif dans ce que je fais. Il y a un robot récemment qui a été créé aussi pour aider dans les tâches ménagères. Donc, vraiment, c'est pas le robot, mais vraiment en forme humanoïde qui va être là et qui va être présent pour vraiment aider dans les tâches ménagères. Oui, je dirais oui. Mais je pense qu'il faut aussi mettre des limites à cette partie-là, parce que sinon on peut aller beaucoup plus loin dans cette thématique et je pense que ça peut être dangereux. Dangereux, d'accord. Donc, il y a un fameux film que j'aime toujours citer où il y avait Will Smith qui était le personnage principal, I Am Robot, voilà, qui était sorti en 2006, si je ne me trompe pas, dans lequel voilà, le robot était là, il participait à la vie humaine, aux activités, tout ce qui s'est passé. Et les robots commençaient à avoir des sentiments. Et ce robot qui avait apparemment tué un homme commençait à se cacher et à mentir quand on lui avait demandé ce qu'il avait fait. Et au final, il avait déréglé tout le système des autres robots qui étaient au niveau de l'embarcadère qui, au final, se sont jetés sur les humains et voilà, les ont pris en otage, je veux dire. Donc, est-ce que vous pensez aujourd'hui que ces systèmes automatisés, qu'on appelle communément robots, pourront un jour se rebeller ou voilà, se mettre en tout cas à travers notre chemin? Alors, je ne dirais pas se rebeller, parce que déjà, les robots n'ont pas encore de sentiments, donc ça va être compliqué. Je ne dirais pas forcément le robot en tant que tel, mais peut-être l'intelligence artificielle, si elle est mal maîtrisée, elle est mal contrôlée. D'accord. Parce que d'habitude, avec l'intelligence artificielle, on dit qu'il y a un système qui est là, en fait, qui apprend, on va dire, le système à faire, avoir des sentiments ou à travailler, comme par exemple avec ChatGPT, à vous donner par exemple les réponses que vous voulez. Et donc, si par malheur, quelqu'un essaye de faire apprendre à cette intelligence artificielle d'avoir des sentiments, donc là, il s'est inséré dans un robot de manière humanoïde, là, peut-être donc le danger viendra. Même si on ne le souhaite pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a quand même des garde-fous. Il y a quand même des gens derrière qui savent ce qu'ils font. Moi, je vois le côté beaucoup plus positif. Et il va aussi y avoir un côté négatif quand on parle de ChatGPT, quand on parle de l'intelligence artificielle. C'est que, en termes, je sais pas si ça se fait encore au Sénégal, mais de plus en plus d'étudiants, en fait, deviennent un peu plus feignants et font leurs devoirs avec grâce ChatGPT. avec cette intelligence artificielle. Donc, je pense qu'il faut plutôt voir le côté positif et surtout voir pour l'Afrique que c'est le moment, parce que ce qui est aussi bien, c'est que c'est accessible pour l'instant et ça demande pas un investissement énorme. Ce qui veut dire que si les États sont conscients de ça et prennent ça à bras le corps, ils peuvent faire ce qui a fait l'Inde dans les années 80-90. C'est-à-dire que l'Inde, ce qu'il a mis en place, c'est-à-dire qu'ils ont mis une politique où ils vont favoriser l'informatique, ils vont favoriser l'éducation. Et aujourd'hui, on le voit parce que toutes les grandes startups aux États-Unis sont dirigées par des Indiens. Alors moi, je pense que aujourd'hui, il est temps pour le continent africain de faire la même chose avec l'intelligence artificielle, de faire la même chose avec la robotique et la technologie, de s'imprégner de ça pour créer les futurs Mark Zuckerberg de demain, les futurs Elon Musk de demain. Et je pense que c'est largement possible avec le potentiel qu'il y a aussi en Afrique. Et ça va être aussi l'une des zones géographiques les beaucoup plus peuplées. Donc, si on veut donner un maximum d'opportunités d'emploi, ça va passer forcément par les technologies et par la robotique. D'accord. Et qu'en est-il maintenant de nos grands-parents qui, jusqu'à présent, n'acceptent pas la technologie? D'habitude, dans la tradition sénégalaise, il est beaucoup plus préférable que la femme se lève, prépare, surveille surtout sa préparation. Et dans une récente émission de France 24, particulièrement sur Tech 24, on avait vu un prototype de maison connectée. Une maison dans laquelle même vous qui travaillez à distance, par exemple, moi aujourd'hui je suis à la télé, je peux préparer la marmite que j'ai mise sur le feu, par exemple si c'est une soupe ou autre, et l'éteindre ou le mettre à feu doux pour que ça ne cuise pas trop. Donc, est-ce que vous pensez que ce concept ne va pas trop chambouler nos traditions? Et comment est-ce que nos grands-parents, ces grandes personnes de l'ancienne époque, je vais dire, vont voir ces choses? Je pense qu'elles vont avoir assez peur parce que ça va forcément chambouler le mode de vie et le mode de vie sénégalais. Ça, c'est clair et net.
Après, il faut voir est-ce que ça chamboule pour le bien ou pour le mal. Je pense que si c'est un gain de temps et que ça a permis aux femmes de faire autre chose, parce que oui, certes, la femme dans la tradition sénégalaise s'occupe du foyer, s'occupe de la maison. Certes, je suis d'accord avec tout à fait d'accord avec ça. Aujourd'hui, il fait aussi qu'il est important que la femme ait aussi un travail. Si elle peut, moi, ce que je favorise à chaque fois dans les ateliers quand je parle aux femmes, c'est que, comme moi, si on peut travailler de la maison principalement, pourquoi pas, pour avoir un revenu supplémentaire, pour aider le conjoint, pour aider la famille. Je pense que c'est important, sachant que, comme je l'ai dit au début de l'émission, le mode de vie, enfin, dans tous les pays africains, depuis le Covid, en fait, n'a cessé d'augmenter. Et je pense qu'il est important que au sein du foyer, de plus en plus de personnes travaillent pour aider ce foyer. D'accord. Merci beaucoup. Je rappelle que nous avions comme thème l'enseignement de la robotique et des STEAM dans les écoles. Donc, nous avions commencé avec la définition qui était que la robotique est bien sûr de créer une machine et tout, mais qu'à part cela, c'est aussi de mettre en place un système automatisé qui peut être intégré dans d'autres machines ou de systèmes. Et que pour enseigner la robotique, il n'y a pas assez d'écoles, mais qu'il y a quand même des formations en ligne de courte durée comme de longue durée, mais qu'à part cela, il faudra aussi maîtriser la langue internationale, l'anglais. Donc, pour ceux qui ne l'aiment pas, mais qui veulent faire de la robotique, voilà, il faudra le faire. Et que, avec son travail d'enseignement, d'enseignante, avec les étudiants et les élèves, elle a eu à remarquer que ça booste les compétences, la curiosité, aussi l'envie de vouloir faire chez les enfants. Donc, il serait peut-être le temps ici au Sénégal d'inclure ça dans nos systèmes et que dans un premier temps, c'est quand même difficile parce qu'il n'y a pas assez de personnes formées dans ce domaine, mais qu'il y a des ressources avec les tutoriels, même s'ils sont toujours en anglais quand même, les tutoriels se rapprocher des professionnels ou même de livres qui vous aidera. Et de dire aujourd'hui que, comme vous l'aviez dit, dans 30 à 50 ans, le domaine des nouvelles technologies, même je vais dire, prendra énormément de place et que si aujourd'hui l'intelligence artificielle est quand même, on va dire, acceptée par la plupart de la population, la robotique aussi pourrait l'être. Et comme vous avez dit, si c'est positif et que ça peut être un gain de temps comme ces robots qui nous aident à nettoyer ou à préparer, voilà, à surveiller nos enfants et autres. Donc je pense que ça sera positif pour le continent africain et le Sénégal. Alors, pour dernière question, je demanderai qu'est-ce que vous conseillez à une personne qui veut vraiment se spécialiser dans la robotique, les ressources où se diriger et le mental à avoir? Alors, je dirais déjà qu'il faut avoir un mental d'acier parce que c'est un chemin semé d'embûches, dans le sens où, si je prends le Sénégalais moyen, il n'a pas forcément la maîtrise de l'anglais. Donc, ça veut dire une accessibilité réduite au contenu de robotique, au contenu technologique. Il y a bien sûr du contenu en français, mais pour le contenu plus avancé, ça va être bien sûr en anglais. Donc, je dirais déjà, avant même de commencer dans cette thématique-là, vraiment prioriser l'anglais. C'est extrêmement important parce que ça va permettre déjà d'accéder à plus d'informations, de corréler l'information et de voir ce qui convient, ce qui ne convient pas, parce que toutes les formations ne se valent pas. Donc, je dirais, premièrement, c'est de faire vraiment l'effort d'apprendre l'anglais, de lire en anglais, même si on a du mal à s'exprimer en anglais, mais de le lire et de le comprendre. Ça, c'est vraiment important. De deux, comme tu l'as mentionné, tout ce qui est émissions technologiques sur la robotique, par Tech 24 qui est en français, sur France 24, d'écouter ce genre d'émissions, de lire du contenu sur la robotique, de faire de la veille concurrentielle, de voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là. Ce qui est tendance. Ce qui est tendance, ce qui n'est pas tendance. Donc ça, c'est important de s'intéresser aussi sur le domaine des STEM. Généralement, on va avoir beaucoup d'informations sur LinkedIn. Donc, d'être présent sur LinkedIn, de publier du contenu, de commenter. De plus en plus d'organismes et aussi d'écoles robotiques sont sur LinkedIn. Donc, on peut avoir déjà pas mal d'informations dessus. De se rapprocher des personnes qui sont dans le domaine également pour demander des questions spécifiquement sur
un programme, parce qu'il n'y a pas forcément un seul programme, il y a des programmes. Donc, ce serait très difficile pour moi d'énumérer en fait tous les programmes possibles, imaginables ici. Et donc, c'est vraiment le conseil que je donnerais à toute personne qui serait intéressée et d'être curieux, de commencer sur YouTube, de voir et de monter ses premières choses à la maison déjà. Voilà. Alors, comme le dicton le dit, quand on veut, on peut. Et je pense que Exactement. quand la détermination sera là, la persévérance, on y réussira. Alors, nous étions avec Khadija Deuil, qui est professeure en robotique et enseignante et consultante, excusez-moi, au sein de TNSETech. Elle est scientifique, mais elle aime aussi la littérature. Nous allions la découvrir dans la deuxième partie avec son livre, avec la rubrique culture. À tout de suite. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi, c'est votre matinale éducative. Alors, à présent, la rubrique culture dans laquelle nous serons toujours avec notre invité du jour, Khadija Doy, dans lequel nous allons découvrir son livre Le monde de Sabi, qui, je pense, nous parle quand même de technologie. Alors, avant de découvrir le livre, Khadija, qu'est-ce qui vous a déjà donné envie à écrire? Qu'est-ce qui vous a motivé? Ben, moi, ce qui m'a motivée à écrire, c'est après avoir visité l'école de Sabi, qui est un personnage réel, qui habite à Zanzibar, dans le village de Pagé, en Tanzanie, où on a monté un camp STEM, un camp de robotique. C'était vraiment important pour moi de raconter son histoire et également de permettre de continuer à travailler avec cette école de Tanzanie. D'accord. Alors, dans le résumé, nous voyons que Sabi, la jeune fille qui est talentueuse, elle rêve de devenir ingénieure en robotique, mais sa famille n'a pas assez d'argent pour qu'elle puisse faire ses études et que son destin, en tout cas, va changer avec la visite de deux Canadiennes dans son village. Alors, comment est-ce que ça s'est passé exactement? Et est-ce que aussi c'était apprécié par ses parents qu'elle s'intéresse à ce domaine? Alors, comment ça a débuté? Donc, moi, je suis venue déjà pour la première fois en Tanzanie en 2019 et j'ai rencontré le frère de Sabi, Mohamed, et c'est lui qui m'a montré l'école. Donc, c'était juste avant le Covid et du coup, j'étais quand même assez étonnée. Je me suis dit, en 2019, en Tanzanie, les écoles sont encore délabrées, la salle informatique ne fonctionne pas, il n'y a pas Internet. Mais à chaque fois que je voyais des touristes venir dans l'école, c'était pour donner des cahiers, des stylos, des sacs à dos. Chaque fois. Et je me suis dit, mais attends, c'est pas normal. C'est pas ça l'avenir. L'avenir, c'est vraiment d'avoir accès à Internet, de se former sur la robotique, etc. Donc, mon but était, premièrement, de connecter l'école, en fait, avec une ONG. Donc, à mon retour au Canada, à Toronto, c'est ce que j'ai fait. Je voulais vraiment connecter l'école à une ONG. Et malheureusement, ça ne s'est pas fait. Puisqu'il y avait le Covid et c'était très compliqué en fait de contacter les ONG, de parler du projet, etc. C'était un petit peu la plupart dubitatif par rapport à ce projet-là. Donc du coup, j'ai décidé de prendre ce projet en main. Et donc du coup, j'ai fait une collecte de fonds. J'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux, sur TikTok, sur Instagram, de l'école. Je faisais des présentations exactement à des gens qui pouvaient me donner de l'argent pour collecter assez d'argent pour acheter des ordinateurs et installer Internet dans l'école afin de former ces étudiants-là aux technologies et à l'introduction de la robotique. D'accord. Et dans l'histoire, on voit qu'il y a un moment où Sabi, elle est triste parce que ses parents n'ont pas les moyens de l'inscrire dans cette école. Par contre, il y a son frère Mohamed qui essaie quand même de travailler davantage pour qu'elle y entre. Mais même quand elle y entre, il y a des conditions quand même. Le matériel à avoir. Elle n'a pas d'ordinateur. Et sans ordi, avec la technologie, tu ne peux pas travailler. Et quelques temps après, avec les difficultés financières qui arrivaient, elle a failli être chassée de l'école, je veux dire renvoyée de l'école. Là encore, je ne sais pas ce qui s'est passé. Juste au fait pour dire que dans le domaine quand même des technologies, il y a pas mal de ressources à avoir et qu'il y a aussi pas mal de personnes qui abandonnent. Donc ces personnes aujourd'hui qui ont ce rêve d'exploiter ce domaine, de s'y activer, qu'est-ce que vous leur dites face à la situation financière de leurs parents ou même au fait que leurs parents n'acceptent pas qu'ils se dirigent vers cette filière?
Alors, je ne pense pas que les parents, à part peut-être pour une femme, vont être contre le fait qu'ils vont se diriger vers ces études-là. Je ne pense pas parce que moi, quand je parle avec des parents d'élèves, quand je parle avec des enseignants, ils poussent généralement leurs étudiants à s'orienter vers les domaines scientifiques. Le problème qu'il y a en Afrique et qu'il n'y a pas au Canada, c'est l'accessibilité à un ordinateur portable. C'est pas tous les foyers qu'on a un ordinateur portable. Même si, comme j'avais expliqué la semaine dernière, le taux de pénétration des mobiles est assez conséquent au Sénégal, ici, 50%. Mais il n'y a que 15% des familles qui ont accès à avoir un ordinateur physique à la maison. Donc moi, je dirais, pour ces étudiants-là, c'est de s'approcher d'organismes, de s'approcher d'agences qui ont des ordinateurs qui leur permettent ensuite de pratiquer et de travailler sur les technologies, de s'approcher des écoles, des universités ou même par exemple de l'AUF qui ont une salle informatique dédiée par rapport pour tout type de formation. C'est vraiment ce que je conseillerais aux enfants, aux personnes qui n'ont pas accès forcément à un ordinateur chez eux. D'accord. Ou d'une tablette également, d'une grande tablette. Il faut aussi se dire qu'en Afrique, en fait, les gens ils pensent que la technologie se limite au portable. Pas mal de gens, et on voit des étudiants en master lors voilà, de la conférence, des étudiants en master 2 qui ne savent pas utiliser des outils de bureautique comme Word, Excel, n'arrivent pas en fait à se concevoir, ne serait-ce qu'un simple document d'une page. Donc là aussi, il y a un problème. Et vous avez aussi souligné quelque chose de très, on va dire, de très commun. Ce qu'on voit d'habitude avec les écoles, c'est qu'on n'offre que des cahiers et des stylos. Et au fait, ça s'arrête là. Peut-être, au fait, c'est dû au fait que, bon, parfois, à l'école où on l'offre, les moyens des parents ne sont pas là. Du coup, on leur donne ce qui est là de base. Mais ça ne pousse pas, en fait, l'élève à être beaucoup plus curieux, à vouloir, on va dire, curieux dans son domaine d'avenir qu'il aura à choisir. Et ça, on le voit. Donc, est-ce que vous aviez toujours, je ne sais pas, l'intention d'écrire quand même d'autres livres comme celui-ci, de vous spécialiser dans le domaine de la lecture, ou est-ce que vous allez juste vous arrêter à cette œuvre pour dénoncer, bien sûr, ces élèves, ces jeunes enfants qui n'ont pas la possibilité de réaliser leur rêve? Alors, oui, je vais continuer à écrire, mais vraiment un contenu focalisé sur là, c'est vraiment une histoire pour enfants, pour expliquer le projet, comment a-t-il démarré, où habite sa vie, ses conditions, comment elle vit, ce qu'elle devient. Mais dans l'avenir, c'est vraiment de se concentrer sur des manuels qui vont aider les enseignants et les parents, en fait, à inciter leurs enfants à s'orienter vers ces domaines-là. Ce qui veut dire que je vais vraiment vulgariser, en fait, les matières comme la technologie, comme les mathématiques, pour que les gens ont une appréhension moindre et qu'ils ont moins peur en fait de ces thématiques-là. Je pense que si, moi je me rappelle très bien, quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un professeur de mathématiques qui expliquait tellement les maths, moi qui détestais les maths, j'ai pris goût en fait. On avait des cours de technologie, on devait construire des choses, et c'était l'un de mes cours préférés parce que l'enseignant était premièrement très attentif à chacun des étudiants, il était attentif aux besoins de chaque étudiant, mais également il savait bien animer son cours. Et je pense que quand on enseigne certaines matières qui n'ont pas forcément un attrait pour les étudiants, il est important d'avoir une très belle présentation, de simplifier le contenu. Et donc pour moi, ça va être le travail ce que je suis en train de faire avec mon équipe. Donc on a du contenu déjà parce qu'on travaille avec plusieurs écoles. On a du contenu pour simplifier les mathématiques et surtout la technologie et la robotique avec des écoles au Mexique, donc en espagnol. On collabore avec des écoles au Canada, donc en français, du contenu en français, du contenu aussi en anglais. Et également, on travaille aussi en portugais. Et c'est pour ça aussi que le livre est disponible dans ces différentes langues, parce que c'est pour permettre à un maximum de personnes de connaître en fait son histoire, mais également le but derrière, c'est vraiment d'inciter que ce soit les garçons ou les filles à s'orienter sur ces métiers-là. D'accord. Et concernant pour l'édition, lorsque vous aviez écrit votre manuscrit et tout,
N'aviez-vous pas eu des difficultés pour la publication ou ce genre de choses? Alors, c'est vrai qu'en Amérique du Nord, on a beaucoup de choix. Moi, je suis Mhm. partie sur une auto-édition parce que c'était mon premier livre et je savais que passer par une maison d'édition traditionnelle allait prendre beaucoup plus de temps D'accord. pour sortir le projet et que ça allait, euh, que lorsqu'on travaille avec une maison d'édition, on ne peut pas sortir cinq éditions. Parce que quand j'ai sorti les 5 éditions dans les 5 langues différentes, incluant le Swahili, qui est la langue la plus parlée en Tanzanie. C'est un peu comme le Wolof ici. Et donc, pour moi, c'était important que le livre soit déjà accessible, pas qu'en français, mais qu'il soit accessible dans les langues parlées au monde et aussi parlées en Tanzanie, qui sont l'anglais et le Swahili. D'accord. Alors, le livre a été publié au Canada, c'est ça? Il a été publié au Canada. Au Canada, mais c'est quand même disponible ici au Sénégal, Oui. voilà, à la librairie Claire Afrique. Mhm. Et à la fin du livre, nous voyons que vous avez fait quand même une collecte de fonds Mhm. par rapport à ce que vous avez vu avec l'histoire de Fabi. Donc, Mhm. comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile? Et est-ce que cette collecte vous a vraiment permis de mettre en place le projet? Et qu'est-ce qui a découlé de ça? Qu'est-ce qui est en cours? Qu'est-ce qui Alors, continue? est-ce que ça a été facile? Non, ça n'a pas été facile. Mais le but, c'est que j'ai réussi ma mission. Ça n'a pas été facile dans le sens où au début, il y a eu beaucoup de questions. Parce qu'en étant sénégalaise, beaucoup de personnes me demandaient, mais pourquoi aider la Tanzanie? Pourquoi pas ne pas aider le Sénégal? Donc, c'était la question que j'avais eue à chaque fois. Et donc, j'expliquais que en 2017, j'étais venue ici pour expliquer déjà à la suite de ma certification que les STEM étaient importants. Euh, les gens m'ont écouté, mais n'avaient pas forcément compris. C'est un concours, c'est par circonstance en fait que j'ai fait ce projet-là à Zanzibar. C'est comme j'expliquais à la base, je voulais vraiment connecter cette école à une ONG et malheureusement ça s'est pas fait. Donc c'est moi qui ai pris ce projet-là à bras le corps. Mais pour moi, j'ai une vision panafricaniste. Pourquoi? Dans le sens où je pense que si on reste juste localement, le Sénégal, le Mali, la À Côte chaque fois, au fait de d'Ivoire, faire les choses à part. à part, ça n'a pas forcément fonctionné. Je pense que c'est en étant unis qu'on va pouvoir concurrencer la Chine, qu'on va pouvoir concurrencer l'Inde, qu'on va pouvoir concurrencer les États-Unis. Les États-Unis, ce sont des États Unis. unis. Donc, et l'Europe, par exemple. L'Europe, ce sont des États unis. L'Union européenne, c'est pas que la France, c'est plusieurs États, c'est une vingtaine d'États. Donc, pour moi, je pense que c'est important dans un contexte mondialisé, bien sûr, de faire pour moi, pour faire des initiatives, pas seulement localisées au Sénégal. Je vais en refaire une cette semaine avec une association sénégalaise où on va introduire la robotique. Mais pour moi, il y a cette possibilité qui maîtrise plusieurs langues de toucher plusieurs pays africains. D'accord, la maîtrise des langues est là. Le fait de vouloir aussi partager avec les autres. Le partage est un véritable problème en Afrique, même si nous sommes au pays de la Teranga. Dans quel sens? Et là, parfois, donc j'avais eu à discuter avec 2 développeurs web qui sont étudiants. Et à la fin, au mot de la fin, ils ont eu à dire que le métier n'est pas facile, c'est vraiment pas facile, mais il faut aussi oser partager. Parce que des fois, l'Africain, en fait, il pense que s'il partage, l'autre va prendre sa chance, il va réussir. Alors que c'est vraiment pas ça. Donc, dans ce genre de filière, de métier, surtout de domaine, en fait, il faut beaucoup partager parce que c'est ce qui va permettre à la personne d'exceller. Mais ça ne va pas forcément dire qu'il va prendre, je sais pas, il va prendre toutes les chances de son destin ou autre. C'est comme ça que je vais le dire. Et là, je vais juste reprendre les mots d'un jeune Omar événementiel en France, qui fait des œuvres caritatives aux Sénégalais qui s'y trouvent en nourriture et en habits et autres. Il avait dit, c'était sur RFI, si les pays d'Afrique étaient unis, nous serons intouchables. Bien sûr. Et ça vraiment, comme vous avez dit, les États unis, les États d'Afrique, voilà, pourquoi pas Afrique unie et autres. Donc, il y a vraiment, au fait, des choses à changer quand même. On le voit avec les ethnies et autres, il y a énormément de choses, mais avec la mondialisation, en fait, il faut vraiment se donner les mains pour pouvoir aller au sommet et pouvoir être
un pays, un continent, je veux dire, développé ou être dans la voie du développement. Alors, le monde de Sabi, ce n'est pas que l'histoire de Sabi, c'est l'histoire de plusieurs personnes qui sont là, même que ce soit dans le domaine de la robotique, il y a énormément de domaines qui sont là. Mais après tout, hein, il faut croire en soi et se dire que voilà, dans une machine de popcorn, il y a pas mal de popcorn qui sont là, d'éclater, mais toujours, ils n'éclatent pas au même moment. Donc, il faut se dire juste que même si une personne éclate avant moi, réussit avant moi, c'est juste que ce n'est pas mon moment. Donc, le monde de Sabi, un livre qui doit être voilà, présenté quand même aux écoles ici, dans les écoles primaires et autres, qui pourra donner goût en tout cas aux élèves de le faire, parce que vous l'aviez dit, il y a la pédagogie, surtout dans certaines matières comme en maths. D'habitude, les professeurs en mathématiques, en fait, c'est comme s'ils se disaient dans la tête que ces enfants sont des machines. Donc, quoi que j'explique, ils vont comprendre parce que nous sommes en série scientifique. Je voulais aussi ajouter, si tu me permets, Bien aussi sûr. que le livre est aussi accompagné de ressources pédagogiques. C'est-à-dire que avec le livre, on peut travailler sur plusieurs aspects. Donc, bien sûr, l'aspect sur le français ici, où on peut avoir des ateliers de lecture. Il y a des fiches pédagogiques sur le site internet qu'on peut télécharger gratuitement et qu'on peut imprimer pour ses étudiants avec des questions, avec une géographie sur l'Afrique, avec une géographie sur la Tanzanie, sur la Zanzibar, avec une description détaillée de chaque personnage, la biographie et de la personnalité. Donc, on peut travailler sur ce côté-là. Et également, une autre fiche pédagogique où on peut parler des STEM, parler des technologies au sein de la classe. Et ça, c'est disponible sur le site internet également en français. D'accord. Alors, merci beaucoup. Ça a été un plaisir de partager avec vous. Je rappelle que vous étiez avec nous avec notre première rubrique, la rubrique Tech, avec comme thème l'enseignement de la robotique et les STEAM dans les écoles. Je rappelle que vous êtes professeur en robotique et consultant chez TNS Tech et que vous êtes auteur de ce livre, Le monde de Sabi, et qu'à part tout, il y a la science, mais il y a aussi l'écriture, et que pour vulgariser cette science, cette robotique aujourd'hui dont vous êtes en train de prôner, il faut aussi écrire et essayer de redonner le goût aux autres personnes de l'aimer. Alors, c'est ravi aussi de savoir qu'il y a quand même des outils pédagogiques qui va non seulement informer, mais aussi va essayer de mettre en pratique ce que l'on apprend ici. Bravo pour ça. Et comme mot de la fin, qu'est-ce que vous aviez à dire aux auditeurs de Téléécole, si bien sûr vous n'aviez rien à ajouter? Alors, je dirais pour déjà les parents d'encourager leurs enfants à apprendre, à se cultiver. Je dirais aussi aux parents de maîtriser et d'écarter les téléphones et les portables parce que malheureusement les enfants passent trop de temps sur les réseaux sociaux et d'essayer de leur trouver des activités parascolaires avec lesquelles ils puissent développer en fait leur logique, développer leur esprit créatif, leur curiosité et vraiment de les pousser à créer des choses, à faire des choses en dehors de l'école et surtout pour l'avenir de ne pas forcément maîtriser le français mais de maîtriser d'autres langues internationales. Merci beaucoup, ça a été un plaisir d'être avec vous. Je rappelle que nous étions avec Khadija Doy, professeure en robotique et consultante au sein de TNSE. J'espère que vous avez bien appris et que pour entrer dans le monde des nouvelles technologies, il faudra être polyglotte, maîtriser essentiellement l'anglais et aussi essayer quand même de cultiver quand même sa culture générale et d'être aussi autodidacte et de pratiquer en même temps. Alors, c'est toujours un plaisir de partager avec vous, avec le 10h midi. Nous vous donnons rendez-vous avec de prochains invités de marque, de prochaines rubriques intéressantes, des thèmes qui, bien sûr, sera toujours là pour augmenter votre dose de culture générale. Alors, restez connectés sur la télé-école et à bientôt. 10h midi, 10h midi, 10h midi. 10h midi, 10h midi, 10h midi. c'est votre matinale éducative.